La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. La chinoise BYD ne s'installera pas en Ontario. Une station de recharge en Allemagne qui va permettre 4000 recharges de véhicules électriques par jour. Est-ce possible? Rivian lance le RIT, un pick-up électrique de 400 km d'autonomie qui se recharge à 160 kW. C'est la fin de la production de la Chevrolet Volt. Est-ce la fin de l'essence et du diesel en Colombie-Britannique? Ça pourrait l'être pour 2040. Le Canada est le 4e marché mondial pour la vente de la Nissan Leaf. Mitsubishi devient la première compagnie à vendre plus de 5000 véhicules utilitaires sport dans la même année en hybride branchable. Tout ça dans ce 46e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec joie, plaisir et passion que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Eh bien, nous voilà rendus dans le mois de décembre, on approche le temps des fêtes. On est presque rendu, d'ailleurs, pas ce podcast-ci, mais le prochain, donc dans 2 semaines, on sera tout juste à l'aube de Noël. Et puis, on aura notre fameux spécial du temps des fêtes. Si vous vous rappelez, on fait ça toutes les années. On a eu un podcast comme ça l'an passé, un podcast de Noël, où on fait notre top 10 des événements les plus marquants en électromobilité dans la dernière année, donc pour 2018. Je retrouverai pour l'occasion mon collègue et ami François Villot, qui va nous descendre son top 10 des 10 événements marquants. Et on aura également une invitée spéciale qui va joindre à nous, donc ça va être bien plaisant. Je vous conseille fortement de ne pas manquer le prochain podcast. Maintenant, pour celui-ci, on a un épisode qui est bien rempli. Beaucoup de choses intéressantes à parler aujourd'hui. En particulier, on va parler de pneus d'hiver pour les voitures électriques. C'est un sujet de l'heure. On sait que le deadline pour installer nos pneus d'hiver, donc le chrono et le compte à rebours est parti. Il a fait froid, il a neigé tôt cette année. Plusieurs personnes ont déjà fait installer le pneu d'hiver, j'en conviens, mais quand même, je voulais prendre le temps de discuter avec un connaisseur en pneus pour nous parler des pneus ou des spécialités ou des caractéristiques, devrais-je dire, des pneus d'hiver qu'on utilise sur des voitures électriques. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement toujours des pneus spéciaux, mais certaines caractéristiques sont à tenir en ligne de compte lorsqu'on parle de véhicules électriques. On parle de tout ça dans quelques instants. Je vous rappelle que la balado-diffusion est diffusée sur plusieurs radios web ainsi que les grands sites de diffusion de balado tels le iTunes Store de Apple, sur également Google Play. On est disponible également sur Spotify, sur... je l'ai dit la dernière fois, pour les gens qui ont des Tesla, là, vous avez accès à des applications de radio numérique qui vous permet, entre autres, là, d'écouter des podcasts et on est disponible là-dessus. Donc, je vous incite à le faire, à nous écouter. La meilleure façon d'écouter l'émission, c'est en s'abonnant. Toute l'information se trouve sur notre site web, au www.aveq.ca/silence. On vous explique comment. C'est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est super simple. Il y a un petit abonnement là, que vous devez aller faire gratuit sur votre application de balado-diffusion sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Et puis, à toutes les parutions du balado, donc aux 2 semaines, le balado va se télécharger tout seul sur votre application. Vous allez avoir une petite notification pour l'écouter. Puis en plus, vous l'avez en primeur parce qu'on l'envoie là, à nos abonnés avant de le rendre disponible, l'annoncer publiquement sur notre site web et nos réseaux sociaux. Donc, c'est à faire. Et puis en même temps, si vous passez par iTunes et vous voulez nous coter, nous donner un petit score, il y a un système d'étoiles, là, puis si vous nous mettez 5 étoiles, on remonte dans le classement. Je remercie ceux qui ont pris le temps également
également de nous écrire à toutes les semaines. Je reçois des suggestions, je reçois des commentaires, des gens qui nous suggèrent des thèmes à aborder ou encore qui nous félicitent pour l'émission. Cette semaine, j'aimerais remercier M. Luc Plantier pour ses commentaires. Merci beaucoup de votre écoute du podcast et vos commentaires ont été très bienvenus. Donc, voilà, on est sur le point de débuter ce nouvel épisode. Je voulais prendre le temps peut-être de vous rappeler quelque chose, un petit rappel amical, parce qu'on se fait souvent poser la question, puis je m'étais dit que j'en parlerais à l'ouverture du balado, donc je le fais à l'instant. C'est en lien avec les cartes d'abonnement pour les différents réseaux de bornes de recharge. Donc, la question qui revient souvent, puis toute l'info sur notre site web, mais quand même, je vous la donne. Donc, est-ce qu'on doit s'abonner à plusieurs réseaux? Est-ce que juste une carte peut faire? Comment ça fonctionne? Bon, je vous rappelle là, très, très, très sommairement qu'au Québec, il y a 2-3 réseaux organisés de bornes de recharge publiques. Les deux plus grands étant le circuit électrique d'Hydro-Québec et le réseau Flow. Les deux réseaux, quoique entre guillemets concurrents, sont fournis par le même manufacturier de bornes, soit la compagnie québécoise AdÉnergie. Donc, de ce fait, les deux réseaux ont convenu, il y a de cela quelques années, d'une entente d'interopérabilité, ce qui veut dire que vous pouvez vous abonner à un réseau, vous pouvez vous abonner à l'autre, vous pouvez vous abonner aux deux si vous voulez, mais simplement d'être abonné à l'un des réseaux vous donne accès aux bornes des deux réseaux. Donc, en gros, que vous vous abonniez avec le circuit électrique ou encore avec le réseau Flow, votre carte d'accès va vous permettre d'enclencher et d'utiliser les bornes de l'un ou l'autre des réseaux. C'est la même chose si vous y allez avec l'application mobile pour téléphone intelligent. Donc, c'est bon à savoir. Il y a également le réseau Heavy Duty qui existe avec de plus en plus de bornes. Le réseau Heavy Duty ne fonctionne qu'avec une application mobile, donc vous devez absolument avoir un téléphone intelligent pour l'utiliser. Lui est indépendant, donc ça vous prend l'application si vous voulez être capable de l'utiliser. Avec ça, ce que je viens de vous nommer là, vous avez en termes de réseau public, vous avez accès à 98-99% des bornes présentes au Québec. Fait à noter que si vous êtes membre du réseau Flow, vous avez également accès au réseau ChargePoint, qui est un réseau de bornes de recharge qui est surtout populaire aux États-Unis, mais il y a quand même certaines villes ou certains endroits où vous allez avoir des bornes ChargePoint. Vous allez être capable de démarrer votre session là, si vous utilisez l'application. À faire attention, on ne parle pas de carte, mais on parle bien d'application. Donc, si vous êtes membre du réseau Flow, avec l'application mobile du réseau Flow, vous allez également être capable d'utiliser les bornes ChargePoint, que ce soit ici au Québec ou aux États-Unis ou peu importe où elles sont disponibles. Donc, ça aussi, c'est un fait à noter là, qui est intéressant. Donc, j'espère que ça répond aux questions en lien avec l'utilisation des cartes et des différents réseaux. Si vous allez sur le site Internet de l'AVEQ, www.aveq.ca, et que vous allez dans la section des guides, il y a un guide sur les bornes de recharge et toute l'information dont je viens de parler est très bien décrite en détail avec les liens pour vous abonner, etc. Donc, ça devrait donner un coup de main là, aux nouveaux qui sont avec leur tout nouveau véhicule électrique et se posent des questions sur l'utilisation des bornes du réseau public au Québec. Alors, sans plus tarder, on fait une mini-pause et on s'en va tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Puisque c'est le genre de décision qui ne se prend pas sans répercussion, on apprend que la très grande compagnie chinoise BYD, annule son projet d'usine camion en Ontario suite au retrait des incitatifs pour l'achat de véhicules électriques.
Le VP de BYD Canada insiste sur le fait que le changement de politique du gouvernement n'a pas eu d'incidence sur leur décision. Par contre, l'année dernière, BYD a annoncé son intention d'ouvrir une nouvelle usine de montage de camions électriques en Ontario et l'installation devait ouvrir ses portes cette année avec environ 40 employés au début. Au fil du temps, son expansion devait être similaire à celle de l'usine américaine de la société Lancaster en Californie. Ce site a été inauguré en 2013 avec seulement 100 employés, mais maintenant, c'est près de 1000 personnes qui y travaillent. Le ministre du Transport et responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, dis-je, annonce l'entrée en vigueur d'un règlement favorisant l'électrification du transport par taxi sur le territoire de l'île de Montréal qui s'appliquera pour une période de 12 mois. Ce règlement permet entre autres de poursuivre les initiatives mises de l'avant dans le cadre du projet pilote favorisant le service de transport par taxi électrique qui était entré en vigueur le 26 novembre 2015 et qui prend fin le 26 novembre 2018, donc terminé au moment où on se parle. Les modifications réglementaires proposées visent la location de permis aux propriétaires de taxis pour utiliser un taxi électrique et les modalités afférentes, soit la délivrance d'un permis accessoire pour les recharges des véhicules électriques et les modalités afférentes sur des mesures transitoires. Cette nouvelle mesure réglementaire sera applicable pour une durée de 12 mois, ce qui permettra au gouvernement de mener les consultations nécessaires en vue de décider une possible application sur tout le territoire québécois. N'ayons pas peur des grandeurs, une entreprise allemande conçoit un énorme site de recharge pour voitures électriques permettant la recharge de 4000 véhicules électriques. C'est le constructeur allemand de véhicules utilitaires Sortimo qui s'est lancé dans ce qui serait, selon lui, la plus grande borne de recharge pour véhicules électriques, un projet qui propose 144 stations de recharge qui permettent de recharger jusqu'à 4000 voitures électriques par jour. Il comprendra 24 chargeurs rapides et le fabricant allemand de véhicules utilitaires Sortimo a conçu la plus grande borne de recharge pour véhicules électriques au monde sur l'autoroute A8. Ça, c'est entre Stuttgart et Munich. 24 chargeurs de 350 kW en courant continu et 120 prévus de 50 kW en courant continu. L'infrastructure de recharge est l'un des facteurs clés de la réussite du projet. On en voulait un pick-up électrique? Eh bien, en voilà un. Un pick-up tout électrique, le Rivian RIT, qui aurait une autonomie de plus de 400 km, une charge rapide de 160 kW. C'est ce qui a été annoncé au Salon de l'Auto de Los Angeles. Le SUV RIS devait être dévoilé cette semaine, mais une start-up de véhicules électriques basée dans le Michigan, Rivian, pourrait offrir le premier pick-up léger entièrement électrique et largement disponible. De plus, il pourrait avoir été développé avec le premier bloc batterie le plus volumineux jamais construit, plus gros que celui utilisé par Tesla, avec le plus de puissance jamais atteint pour un camion léger, et le premier véhicule pouvant être chargé en courant continu à plus de 150 kW. Les camions de Rivian dévoilés il y a de cela environ une semaine regorgent d'idées géniales et de conceptions apparemment efficaces, mais elles sont encore bien loin d'être en production car elles dépendent de la capacité de Rivian à produire ces camions dans une ancienne usine Mitsubishi. Voilà une nouvelle qui va en décevoir plusieurs. La très populaire au Québec particulièrement voiture de GM, la Chevrolet Volt, sera discontinuée. Et GM ferme l'usine, mais décide d'accroître quand même son investissement dans les véhicules électriques. En effet, GM a annoncé une restructuration majeure qui impliquerait de doubler l'investissement de la société dans les voitures électriques et les voitures autonomes en formant des usines et en licenciant des milliers de travailleurs. La société a également confirmé que la Chevrolet Volt serait abandonnée. C'est semblable à ce que Ford a fait plus tôt cette année. Et GM affirme qu'elle diminuera la production des berlines et se concentrera plutôt sur les camions, les multisegments et les VUS. La Colombie-Britannique se joint au gouvernement qui désire interdire les voitures à essence et au diesel. En effet, la province prévoit interdire les ventes de voitures neuves à essence et diesel d'ici 2040, en fixant progressivement les objectifs en matière de vente de voitures électriques à compter de 2025. La province se joindra à 9 pays et à plus d'une douzaine de villes dans le monde pour fixer une date butoir qui mettra fin aux ventes de véhicules à énergie fossile au cours des prochaines décennies, notamment en Grande-Bretagne, en France, en Norvège, Israël, Chine, ainsi qu'en Californie et à Madrid, à Athènes et au Mexique.
Le nouveau PDG de Volkswagen Group of America a déclaré qu'une nouvelle usine était nécessaire pour construire un nouveau véhicule Volkswagen qui devrait se vendre entre 30 000 et 40 000 $. Ce nouveau modèle devrait être disponible sur le marché en 2020. Il confirme que la direction de l'entreprise a pris la décision de construire une usine de véhicules électriques en Amérique du Nord et que de sérieuses démarches ont déjà été entreprises. Il souhaite également mettre bientôt sur le marché un véhicule électrique qui fera compétition à Tesla, car en effet Volkswagen annonçait plus tôt ce mois-ci un investissement de 44 milliards d'euros, soit 55 milliards de dollars américains, pour assurer le développement de véhicules électriques, de véhicules autonomes et de nouveaux services de mobilité durable d'ici 2023. Qui a dit que le marché québécois était trop petit pour les voitures électriques? On apprend dans le cadre du Salon de l'Auto de Los Angeles que les ventes ont été particulièrement bonnes chez Nissan avec sa Nissan Leaf 2.0. On s'en doutait un peu avec ce qu'on observait au Québec ici. On apprend donc que le Canada est le 4e marché mondial pour Nissan, tout juste après les États-Unis, le Japon et la Norvège. Et qu'au Canada, cette 4e place est explicable entre autres avec un 70% des ventes pour Nissan qui se font au Québec. Donc, le Canada est en 4e place et sur cette 4e place, 70% des ventes sont québécoises, ce qui confirme là, le volume de ventes chez Nissan et l'engouement pour le modèle, la très grande disponibilité au courant de la période, donc un peu avant l'été et toute la durée de l'été. L'abolition de la subvention en Ontario qui a rendu encore plus disponible de voitures ici au Québec aura permis là, à Nissan de faire un nombre de ventes record pour les 6 ou 8 derniers mois. Il y a quelques semaines de cela, et nous en avions parlé dans le dernier balado, un reportage de Radio-Canada laissait planer la possibilité que la voiture électrique pourrait être plus polluante que la voiture à essence. Constat qui a été décrié par la quasi-totalité des personnes impliquées et connaissantes dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et des voitures électriques. Reportage qui avait été basé sur une étude du CRIEG et dans laquelle, parmi laquelle l'auteur du reportage avait extrait certaines parties seulement, ne mettant en relief que certains points négatifs et laissant de côté la très grande majorité des points positifs et en tirant des conclusions qui étaient erronées. Donc, plusieurs personnes, dont l'Association des véhicules électriques du Québec, ont décidé d'écrire une lettre ouverte qui a été publiée dans Le Devoir il y a de cela une semaine, donc le 4 décembre, afin de répondre et de donner leur juste sur la situation, puisque l'article laissait voir qu'il y avait des raisons de croire que la voiture à essence pouvait être moins polluante que la voiture électrique. Évidemment, c'est faux sur plein d'aspects, le climat, la production d'électricité versus le pétrole, la santé, la pollution atmosphérique. Des affirmations fausses sur les métaux rares et les terres rares, une absence totale de tenir compte du cycle de recyclage des batteries. Tous ces éléments ont été expliqués. La lettre en question a été signée par Karim Zaghib, qui est directeur du Centre d'excellence en électrification des transports et de l'énergie de l'IREC et qui est un des scientifiques les plus influents dans le monde dans le domaine. France Lampron, directrice en électrification des transports pour Hydro-Québec. Daniel Breton, ancien ministre de l'Environnement et co-auteur du livre L'auto électrique et plus. Catherine Cargas, qui est présidente du conseil d'administration de Mobilité électrique Canada, Pierre Langlois, physicien et auteur de nombreux ouvrages sur l'électrification des transports, le docteur François Reeves, qui est cardiologue d'intervention au CHUM et qui a fait plusieurs écrits sur l'importance d'abolir la dépendance au pétrole pour améliorer la qualité de l'air et donc, par ricochet, la santé. Catherine Morancy, qui est professeure titulaire de la chaire de mobilité à Polytechnique Montréal. André Saint-Pierre, directeur général de Innové. Sarah Hood, directrice générale de Propulsion Québec. Simon-Pierre Rioux, président de l'Association des véhicules électriques du Québec. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace. Karel Méran, qui est directeur général Fondation David Suzuki Québec et Atlantique. André Bellil, président de l'Association québécoise de la lutte et contre la pollution atmosphérique. Christian Simard, directeur général de Nature Action. Sylvain Juteau, directeur qui est président de roulerélectrique.com. Stéphane Pascalon, président du Club Tesla Québec. Mario Langlois, président de la Coalition Zéro Émission Québec. Et finalement, François Boucher, initiateur de la pétition en faveur de la loi Zéro Émission. Avec cette brochette de signataires, il n'y a pas d'autre mot à dire que la riposte a été assez unanime et concertée.
Pour la toute première fois au Canada, un hybride rechargeable atteint 5000 ventes pour 2018. Vente de véhicules Mitsubishi du Canada a annoncé aujourd'hui que 5052 Outlander PHEV de Mitsubishi ont été livrés à ce jour, faisant de ce dernier l'hybride rechargeable tout format confondu et VUS hybride rechargeable le plus vendu au Canada. Le soutien des concessionnaires a été essentiel dans le succès de l'Outlander PHEV grâce à sa disponibilité d'un océan à l'autre. Le Québec compte pour un remarquable 47 % des ventes de l'Outlander PHEV. Les 5 concessionnaires en tête pour l'Outlander PHEV à ce jour sont dans l'ordre Québec Mitsubishi de Québec, Metrotown Mitsubishi en Colombie-Britannique, Saint-Hyacinthe Mitsubishi au Québec, Wolf Mitsubishi en Colombie-Britannique et Boisvert Mitsubishi à Québec. Pour le mois de novembre seulement, on a rapporté 1706 ventes et le modèle Mitsubishi Motor le plus vendu sont les VUS sous-compact RVR avec 478 ventes, l'Outlander avec 403 ventes et l'Outlander PHEV avec 299 livraisons. Alors, je suis présentement en compagnie de Bruno Leroux, qui est copropriétaire du garage Arleco à Anjou. Monsieur Leroux, bonjour. Bonjour, Monsieur Archambault. Écoutez, on se fera pas de cachette, on se connaît un peu, on s'est parlé à quelques reprises. Oui. Le garage Arleco est de plus en plus connu dans le monde des électromobilistes, là, surtout ceux de la région de Montréal. Absolument. Parlez-nous un peu du garage Arleco. Là. C'est pas un nouveau garage, ça fait longtemps que ça existe, ça. Là. Ça a quand même 36 ans d'histoire. Je dirais, il y a une quinzaine d'années, on a pris carrément un tournant environnemental et développement durable, tout ça, qui nous a amené, quand l'avènement du véhicule électrique a commencé à apparaître, on a plongé là-dedans. On se dirige carrément vers le 100% du travail sur les véhicules électriques. Oui, c'est ça. Vous avez pris le tournant. Vous êtes, en tout cas, à notre connaissance, vous avez été un des premiers garages indépendants qui a décidé que ça ne servait à pas grand-chose de combattre la vague électrique qui s'en venait. Vous l'avez plutôt embrassé, comme on dit. Non, c'est ça. C'est vraiment l'avenir. Il faut passer par là, absolument. D'accord. Et votre garage, vous avez dit, vous avez pris le tournant vert, donc vous êtes allé chercher des certifications on est allé chercher des... Oui, excusez si je vous ai coupé. On est allé chercher des certifications. On a établi des manières de fonctionner, tout le recyclage, le réemploi, la réduction au niveau de nos besoins, que ce soit en chauffage, en eau, en n'importe quoi. Tous les aspects ont été étudiés. On était vraiment prêt au moment où le véhicule est arrivé, le véhicule électrique. On était vraiment prêt en tant qu'entreprise à accueillir ce véhicule-là, si tu veux. Puis au travers de tout ça, en faisant la mécanique, on allait fouiller, on allait chercher tout ce qui était disponible pour pouvoir se former. Puis c'est pour ça que je vous dis que nous, on se dirige carrément vers le travail, l'entretien et la réparation et les soins pour le véhicule électrique à 100%. Super. Ben écoutez, le but de notre discussion d'aujourd'hui, je voulais qu'on parle plus particulièrement parce que là, cette saison, on est au mois de décembre et puis l'obligation des pneus d'hiver qui arrive. Je voulais qu'on parle de pneus d'hiver en lien avec les voitures électriques. On sait que les voitures électriques, comme tout véhicule, a besoin d'être chaussé sur des pneus d'hiver et non pas des pneus 4 saisons, des pneus d'été. Parlez-nous un peu des pneus d'hiver en lien avec les voitures électriques. Est-ce qu'il y a des pneus spécialisés pour ça? Est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Où on se dirige là en termes d'analyse de choix pour nos pneus d'hiver quand on a un véhicule électrique? OK. Il y a quelques critères qu'il ne faut pas négliger. Le premier, c'est le poids du véhicule.
Non seulement pour sa dimension, il est plus lourd, il a besoin d'un pneu plus solide, mais aussi son poids est mieux réparti entre l'essieu avant et l'essieu arrière, donc la traction a peut-être un peu moins de poids pour faire le travail, pour faire avancer la voiture quand la surface est glissante. Si on la compare à un véhicule conventionnel, que toute la motorisation est sur l'essieu avant. Ouais. OK. La merveille de tenue de route d'un véhicule électrique, c'est parce que le poids est réparti, donc tu en as un tout petit peu moins sur tes roues motrices. Donc, ça prend une bonne semelle là-dessus aussi. Le troisième critère qu'il ne faut pas négliger, tout le monde qui a un véhicule électrique l'expérimente, la puissance est là au moment où tu touches à ton accélérateur, ce qui n'est pas le cas d'un véhicule conventionnel. Donc, tu as besoin, à l'instant même, tu as besoin d'une traction là. C'est plus difficile à doser la poussée pour donner le temps au pneu de faire son travail. Donc, ça prend un pneu de qualité pour un bon rendement sur un véhicule électrique. OK. Un point qui revient souvent, en fait, puis on en parle beaucoup, nous, à l'association, puis même les gens qui s'y connaissent aussi, qui conseillent, les gens en parlent souvent. On doit faire attention l'hiver à un paquet de trucs avec un véhicule électrique parce que, bon, il y a des éléments avec lesquels on est peut-être un peu moins familier quand c'est notre premier véhicule électrique. Mais il y a l'impact des conditions météorologiques sur l'autonomie du véhicule. Évidemment, c'est plus difficile de faire avancer le véhicule quand il vente fort. C'est plus difficile de le faire avancer quand on roule dans 3 pouces de gadou, un demi-pied de neige. Il y en a plusieurs qui parlent également que la façon dont la semelle d'un pneu d'hiver est faite, donc pour lui donner une meilleure traction, ça va avoir pour effet secondaire, j'oserais dire, de faire en sorte que le véhicule va peut-être perdre un petit peu d'autonomie parce que ce qu'on va gagner en traction, on le perd un petit peu en fluidité de roulement, donc on va peut-être perdre un peu d'autonomie. Est-ce que c'est le cas? C'est un très, très bon point. Par contre, moi, je pourrais vous dire que la perte d'autonomie est assez négligeable, du genre de 2 à 4 %. OK. La différence, ce que tu perds, excuse-moi, ce que tu perds en autonomie, tu le gagnes en sécurité. Ah, bien sûr, c'est toujours cet élément-là, l'hiver, donc l'importance de sécurité, puis dans le fond, un bon pneu, c'est un peu comme une police d'assurance, là, tu peux négliger d'avoir quelque chose de qualité. Tant que tu n'en as pas de besoin, tu peux toujours prétendre que c'est plus ou moins utile, mais la journée où tu en as de besoin, c'est là que tu réalises que ce que tu as investi est important. Est-ce que on a parlé tantôt que le véhicule est plus pesant, donc en fait, il est plus pesant, oui, puis il y a une répartition du poids qui est différente. Est-ce que le fait que le véhicule soit plus pesant ça a pour un effet d'user prématurément le pneu. Donc, quelqu'un qui est habitué de garder son pneu d'hiver sur une voiture à essence un certain nombre d'années, est-ce qu'il doit s'attendre à ce que son pneu d'hiver va durer moins longtemps sur un véhicule électrique? Moi, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens que, encore là, c'est négligeable. Le poids du véhicule, comme je vous disais tantôt, est assez important. Surtout quand vient le temps de demander un arrêt au véhicule. Un véhicule qui va être quelques centaines de kilos supérieur est nettement plus difficile à arrêter. Beaucoup de gens cherchent un pneu qui va te sortir du banc de neige ou qui va te permettre d'avancer quand la lumière est verte, mais tu as besoin d'arrêter aussi quand la lumière est rouge. Oui, oui, c'est très important aussi. Oui, non, et puis s'il y a de quoi peut-être même plus important. C'est ça.
Est-ce qu'il y a je pose la question comme ça, est-ce qu'il y a des manufacturiers de pneus chez les grands manufacturiers connus qui ont des pneus qui sont développés spécialement pour le véhicule électrique, ou les pneus qu'on va choisir, il n'y a pas de spécialisation, donc on prend des pneus qu'ils peuvent faire pour n'importe quel véhicule. Donc, est-ce qu'ils ont commencé à exploiter le marché du véhicule électrique en spécialisant des pneus pour ces véhicules-là? Pour ce qui est du pneu d'hiver, vraiment, les dernières recherches que j'ai pu faire, ils se penchent pas beaucoup encore. C'est embryonnaire, si vous voulez. Pour le pneu d'été, oui, là, ça travaille très fort du côté de Michelin en particulier. Il y a Nokian qui travaille fort aussi pour en ce qui est du pneu d'été, tout à fait conçu spécifiquement pour un véhicule électrique qui peut quand même être installé sur des véhicules conventionnels. Là, mais pour ce qui est du pneu d'hiver, pour le moment, pas vraiment. Bon, mais c'est très embryonnaire. Ça a piqué un peu ma curiosité. Je sais qu'on se parle de pneus d'hiver, mais je reviens un petit instant sur le pneu d'été. Quelles sont les caractéristiques particulières d'un pneu d'été fait pour véhicule électrique? C'est la silence de roulement? Qu'est-ce qu'ils font de particulier? Quel est leur point de vente pour dire vous devriez acheter vous devriez acheter un pneu pour véhicule électrique? C'est quoi le plus qu'ils mettent sur le pneu? OK. Dans la construction du flanc du pneu et de la semelle, le plus rigide possible, tout en négligeant le moins possible la douceur de roulement. Le silence est étudié aussi dans le pneu d'été. Il y a, je dirais, le mélange du caoutchouc puis les matériaux utilisés ils se penchent beaucoup du côté de tout ce qui peut être, excusez l'expression, tout ce qui peut être vert. Okay. Ouais. Le calcul de résistance au roulement du pneu pour la consommation, ça aussi, c'est très travaillé, si vous voulez. Il y a beaucoup d'aspects du pneu pour le pneu d'été qui sont carrément étudiés en compagnie, comment je pourrais vous dire, conjointement avec le manufacturier du véhicule. OK. Ils font des alliances pour étudier ça. Là. Vraiment, là, dans le sens, la dernière expérience que j'ai pu noter, c'est Michelin qui a travaillé avec GM pour le pneu de la Bolt. OK. Michelin a aussi avec Tesla. Ils ont des bancs d'essai, des routes d'essai avec le véhicule, avec divers types de carcasses, divers types de dessins de semelles, divers mélanges de gomme pour en arriver à un choix pour le véhicule. OK. Du côté du pneu d'été, ça travaille très fort de ce côté-là. OK. Du côté du pneu d'hiver, excusez-moi, du côté du pneu d'hiver, l'effort va finir par venir, mais il faut compter à travers la planète le pourcentage des véhicules électriques qui ont besoin de pneus d'hiver est pas très élevé, qui fait que pour le moment, c'est dans les projets sûrement. Là. Ouais. C'est pas aussi travaillé, c'est pas aussi sérieusement abordé maintenant. Ouais. Bon, je pense que le Québec et la Norvège vont faire une saine pression sur les manufacturiers pour augmenter la recherche et développement d'un pneu d'hiver pour véhicules électriques. Ouais, écoutez, peut-être... Apportez-en le plus possible de ces véhicules-là, ça va lui pousser dans le dos. Effectivement, des fois, c'est le problème. Si on revient à nos pneus d'hiver, puis peut-être on va regarder cet aspect-là en terminant... Bon, on sait, évidemment, on va faire abstraction des véhicules dits de plus grand luxe parce que là, il y a plein de caractéristiques et de paramètres qui peuvent tomber en ligne de compte. Mais on y va dans le véhicule populaire actuellement chez l'électromobiliste québécois, la Kia Soul, la Nissan Leaf, la Chevrolet Bolt, la Hyundai Ioniq. De façon générale, là, quels sont, au moment où l'on se parle, donc
On est au début de l'hiver 2018. Quels sont les bons choix de pneus qui sont recommandés pour nos véhicules électriques? De notre côté, on priorise, notre premier choix, c'est toujours du côté de Nokian. Nokian ont deux semelles d'hiver, pour la majorité des dimensions, ont deux semelles d'hiver très performantes. Une va être légèrement plus performante sur la glace et l'autre sur la neige. Déjà là, l'inconfort ou la crainte du consommateur pour tel type de surface, t'as l'option neige, t'as l'option glace. C'est pas que le Nokian neige est pas performant sur la glace, mais le dessin de la semelle va donner plus de rendement. Nous, on marche avec des cotes de 0 à 10. Je vous donne un exemple. Chez Nokian, ils ont une adhérence glace pour un modèle qui est de 9 sur 10, puis le deuxième modèle, il est de 10 sur 10. Par contre, l'adhérence neige de celui qui est 9 sur 10 sur la glace, son adhérence neige est de 10 sur 10. Puis le deuxième, qui est 10 sur 10 sur la glace, lui, à ce moment-là, il est de 9 sur 10 dans la neige. Donc, il performe très bien dans les deux. Hein? Oui, 9 sur 10, là, il y a peut-être 5 modèles de pneus qui sont capables d'être cotés, si tu veux, à ce niveau-là. OK. Comme deuxième choix, on y va avec le Michelin, le XI3. Lui, il est coté glace au même niveau, 10 sur 10, puis il est 9 sur 10 sur la neige. C'est sa durabilité qui est 8,5 sur 10 à comparer à du 9 et du 10 sur 10 pour les deux Nokian. Si tu vas dans le Blizzak, c'est encore la même chose. Il est équivalent au XI3. Lui, tu as du 10 sur 10 sur la glace, mais la durabilité, c'est 8,5. La neige, c'est 9 sur 10. Là, il y a une question t'aimes une marque ou tu l'aimes pas, t'es confortable avec une marque. Au kilométrage que je fais, le 8,5 sur 10 va m'amener sur les 4-5 ans que je figure pouvoir avoir besoin de ce pneu-là. Puis ensuite, en dernier, il y a les prix qui varient légèrement. On peut parler de peut-être 40 $, 50 $ de différence sur un achat de 4 pneus. Okay. Ça en demeure pas moins que le choix des pneus pour un véhicule, c'est un élément qu'on ne devrait pas négliger. C'est le contact entre la terre ferme et le véhicule. C'est le pneu qui le fait, puis à la fois le confort de roulement, le silence, la sécurité. C'est tous des éléments qui sont grandement influencés par la qualité et le type de pneus qu'on utilise. Donc, on le dira jamais assez. Et surtout de ne pas négliger de faire installer nos pneus d'hiver au bon moment. J'imagine, là, au moment de faire l'entrevue, on est au tout début du mois de décembre. Laissez-moi prendre une gageure. Vous êtes pas mal occupé à faire des changements de pneus dès ce temps-ci, hein? Là, j'ai envie de vous faire perdre, M. Archambault, avec les températures automnales hâtives qu'on a eues. Il reste peut-être 5 % des gens à chausser. Ah, fait que vous avez pris de l'avance, ça s'est fait de bonne heure. On s'est vraiment fait pousser dans le dos. Mais question de choix, tantôt pour revenir à ce que vous parliez, là, question de choix de pneus, c'est le dernier item qui est en contact avec avec la réalité, si on peut dire. OK? C'est ce que je dis souvent aux gens, pense-y sérieusement. Tu fais du jogging à tous les jours. Est-ce que tu vas aller acheter des espadrilles dans un magasin à grande surface à rabais, les moins chers possibles, ou est-ce que tu vas te pencher sur la qualité de la semelle, la fermeté de ta bottine, et etc., etc. Vas-y de la même manière avec tes pneus, parce que de toute façon, là où ça compte vraiment, c'est un mouvement d'évitement, un mouvement d'urgence, un freinage d'urgence, une accélération d'urgence.
ça ne dure que quelques secondes, mais ça fait la différence entre un accrochage ou quelque chose de semblable avec ton déductible, ta franchise d'assurance, tous les troubles que ça t'amène. Un bon pneu par rapport à un pneu pas cher, c'est moins que ça encore. Oui, effectivement. Très bon point. Alors, Monsieur Bruno Leroux, copropriétaire du garage Arleco à Ville d'Anjou, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Ben, ça nous a fait grand plaisir. Merci. Merci. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, je suis en présence de notre ami, le petit Émile. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je suis certain là, que par les temps qui courent, tu as des questions encore qui te trottent dans la tête pour moi. Je me trompe-tu? Non. Ben, vas-y. Je voulais savoir, est-ce qu'une voiture à essence va plus vite qu'une voiture électrique? Parce que, à part dans la Formule E, Formule électrique, c'est rare qu'on voit des voitures électriques sur le circuit. Oui, tu as raison. En fait, pour répondre à ta question, je te dirais que ça dépend des voitures. Hein? Il y a des voitures à essence qui roulent plus vite que certains modèles de voitures électriques. Il y a des modèles de voitures électriques qui roulent plus vite que certains modèles de voitures à essence. En fait, il n'y a pas grand lien, c'est-à-dire qu'on pourrait faire une voiture électrique hyper rapide comme on pourrait faire une voiture électrique lente et vice-versa. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que les voitures électriques, généralement, ont une très grande accélération. C'est-à-dire que c'est plus facile pour une voiture électrique d'accélérer hyper rapidement. Généralement, quand on donne les caractéristiques d'une voiture, on peut, oui, bien entendu, te dire la vitesse à laquelle elle peut rouler, donc la vitesse maximum, le maximum à laquelle elle peut rouler, mais on va souvent te donner une autre caractéristique qui est le temps que ça va prendre au véhicule pour faire le 0-100 km/h. En combien de temps, si tu es arrêté, puis tu accélères super vite, tu vas être capable d'atteindre la vitesse de 100 km/h. En anglais, en 1000 à l'heure, il parle plutôt du 0-60 000 à l'heure. Mais 60 000 à l'heure, c'est l'équivalent de 100 km/h. Fait que pour te donner une idée, Émile, vois-tu, il y a plein d'autos qui vont faire ça en 3 secondes, 3 secondes et demie, 4 secondes. Mais si on prend par exemple la Tesla Roadster 2, qui est une voiture faite par Tesla, mais qui est une voiture sport de très, très grande performance. C'est une voiture qui coûte très cher. Hein? Elle coûte à peu près, je te dirais, aux alentours $250 000. Elle coûte à 250 000 $. Mais cette voiture-là fait le 0-100 km/h en 1,9 secondes. C'est-à-dire que, calcule là, en moins de 2 secondes, tu as passé de arrêter à tu roules 100 km/h. C'est une accélération qui est très, très, très forte. Quand tu accélères fort comme ça, là, tu te sens écrasé dans ton siège d'auto par en arrière, tu recules sur ton siège. C'est à la limite inconfortable. C'est un peu comme quand tu es dans une montagne russe, puis que tu descends vite, là, puis que tu te sens écrasé dans le banc. Là. C'est de la force, une force qui t'écrase dans ton banc, mais c'est exactement ça qui se passe. Je te dirais que il y a des voitures électriques qui sont faites pour avoir des performances sportives qui vont rouler très vite, tout comme il y a des voitures à essence qui vont rouler très vite. Il y a des voitures électriques qui vont accélérer rapidement, puis il y a des voitures à essence qui vont accélérer aussi
rapidement. Donc, tout est une question de caractéristiques d'auto. Si ce qu'on cherche à faire, c'est pas de la grande vitesse nécessairement, bien souvent, les propriétaires vont préférer un moteur qui est efficace, qui est performant, mais qui ne consommera pas trop de batterie. Tu comprendras que rouler à 250 km/h, tu vas consommer ta batterie beaucoup plus vite que si tu roules à 60 km/h. Donc, les gens préfèrent avoir une accélération qui est rapide, mais raisonnable, une vitesse maximale qui est, je te dirais, normale, parce que sur nos routes au Québec, c'est 100 km/h le maximum. Fait que mettons que des fois, on roule un petit peu plus vite. Quand même que l'auto roule 250, à moins que tu ailles sur une piste privée pour aller à ces vitesses-là, sur les routes du Québec, tu n'as pas le droit de rouler à ces vitesses-là. Fait que les gens vont plutôt préférer un moteur qui est plus fort, un moteur qui accélère un petit peu plus vite, qu'à un moteur qui va aller excessivement vite pour être capable de rouler le plus longtemps possible avec la voiture avant d'être obligé de recharger la batterie. Mais si je clarifie puis je résume bien, là, Émile, c'est que qu'elle soit électrique ou à essence, une voiture peut être très rapide ou peut accélérer très, très, très rapidement. Ça dépend vraiment de ses caractéristiques puis comment elle est construite. Mais il est plus facile de faire accélérer rapidement une voiture électrique que de faire accélérer rapidement une voiture à essence. Puis je conclurai en disant qu'il y a beaucoup d'essais sur des pistes privées d'accélération, de drag qu'ils appellent. Là. Ils mettent deux voitures, une à côté de l'autre. Il y a un compte à rebours, 3, 2, 1, 0. Puis à 0, les deux voitures accélèrent. Ils vont en faire une courte distance, puis c'est celle qui va faire cette courte distance-là le plus rapidement possible. Là. Et puis, souvent, les Tesla vont battre des voitures très, très puissantes à essence, des Mustangs modifiés, des voitures hyper performantes. C'est sûr que si on roulait longtemps, pendant 15 minutes, la vitesse maximale que peut atteindre certaines voitures puissantes à essence va être plus grande, mais l'accélération de la voiture électrique est tellement grande qu'au décollage, là, au moment où il y a le zéro et les deux autos partent, là, très souvent la voiture électrique va complètement écraser puis dépasser super rapidement la voiture à essence. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ben, si vous avez à la maison d'autres petits curieux comme Émile, vous ne vous gênez pas, vous m'écrivez à martin@aveq.ca. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, on revient tout de suite avec le mot de la fin. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Bruno Leroux et le petit Émile pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin@aveq.ca et les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association doivent être envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Et en plus, n'oubliez pas la semaine prochaine, dans 2 semaines en fait, notre balado spécial Noël. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.